Bonsoir à tous. Donc, ravi d'accueillir Nicolas Wedert, donc archéologue de l'INRAP, pour cette semaine, encore une fois en effet. C'est en effet, vous êtes intervenu sur plusieurs sujets, et notamment autour du cimetière des Crottes, la fouille de la rue Leca. Mais ce soir, en fait, c'est parce que vous avez fouillé le domaine de la Vallée Verte, que vous avez retrouvé un habitat de l'âge du bronze, donc sur les rives de l'Uvonne. Donc vous nous en parlerez et on est ravis de pouvoir entendre donc les résultats de cette fouille. Bon, vous avez compris, on est en pleine semaine des Journées européennes de l'archéologie. Donc c'est le premier rendez-vous en ce qui nous concerne, Musée d'histoire de Marseille, mais toute cette semaine sera donc prolongée avec un certain nombre donc d'événements divers. Il y a une deuxième conférence jeudi qui sera proposée par Philippe Mélinan, qui est aussi archéologue de l'INRAP, et qui a notamment, et qui proposera donc une conférence en fait sur l'histoire des fouilles à Marseille sous l'Antiquité, et qui a œuvré avec Marc Biron, le directeur de l'INRAP, et a contribué énormément à la réalisation, au directeur scientifique de l'INRAP, vous avez raison, Nicolas. Et donc, voilà, Philippe Mélinan interviendra suite à la sortie de son livre qu'il a coécrit avec Marc Biron et d'autres contributeurs également. Voilà, donc jeudi à 18h. Et puis tout ce week-end, on organisera aussi pour le public individuel. On va recevoir aussi beaucoup de scolaires cette semaine. Mais ce week-end, samedi et dimanche, je vous invite à prendre le dépliant qui est à l'accueil en fait, de l'auditorium du musée ou à l'accueil billetterie. Faites attention parce que, par contre, en fait, au sein de ce dépliant, vous n'avez que quelques rendez-vous qui sont énoncés. Je vous invite donc à consulter soit le site marseille.fr, le site du musée d'histoire, ou à scanner le QR code de la 4e de couverture pour avoir l'ensemble des activités qui sont proposées. Voilà, faites-le parce que ne pensez pas qu'il n'y a que ces 3-4 éléments qui sont intégrés dans ce dépliant que nous proposons. Il y a bien d'autres choses. L'INRAP, la Maison méditerranéenne des sciences de l'OP seront présents donc, tout le week-end au Musée d'histoire de Marseille. Il y a aussi des choses au Baou de Saint-Marcel, dans d'autres sites également, donc au Musée d'archéologie méditerranéenne, et j'en passe. Voilà, je vous renvoie sur la totalité du programme. Donc encore une fois sur le site du Musée d'histoire de Marseille, sur le site marseille.fr, et ou en scannant le QR code qui apparaît sur la 4e page du dépliant que vous pouvez prendre. Voilà, je vais très vite céder la parole à Nicolas. Oui, voilà. Bonne conférence, Nicolas. Merci beaucoup, bonsoir et bienvenue. Donc tu l'as dit, je suis archéologue à l'INRAP, ça fait quand même un petit moment, et l'année dernière, on a eu la chance avec quelques camarades de fouiller un site qui se trouve dans l'est de Marseille, à Saint-Menet, et dont on savait qu'il y avait un petit peu d'occupation de l'âge du bronze, mais en fait qui a livré des choses beaucoup plus intéressantes que simplement une petite occupation de l'âge du bronze. Donc, c'est le site de la Vallée Verte, et on va commencer tout de suite. Alors si ça ne vous ennuie pas, je m'assois. Donc, le domaine de la Vallée Verte, il est situé entre Marseille et Aubagne, juste à côté de la Pennes-sur-Yvonne, à Saint-Menet. Et c'était jusqu'à 2012, je crois, c'était 2006, c'était tout simplement les usines de chocolat de Nestlé qui étaient là. Je crois qu'on les a tous connus. Moi, je ne les ai pas visités, mais il y en a sûrement ici qui les ont visités. Donc on est à quelques, je crois, 6 ou 7 kilomètres du centre de Marseille, et ce qui a aussi une certaine importance, ça doit être à 4 ou 5 kilomètres d'Aubagne, où il y a eu beaucoup de découvertes en fait, ces dernières années sur le site de Conte-Sarlier en particulier. Alors, le site de la Vallée Verte, en tout cas ce site de Saint-Menet, il est en plein en fait, dans ce que vous pourriez lire dans Pagnol. On est à une très courte distance du château de la Busine,
On est sur les berges de l'Uvonne, ici, donc sur la photo de 1932, on a la route de Marseille à Aubagne. On n'a évidemment pas encore l'autoroute qui s'installera beaucoup plus tard. On a l'Uvonne, c'est la ligne d'arbres. Je vais me lever. C'est la ligne d'arbres, ça c'est l'Uvonne, ici. Et on a une grande ferme qui s'appelle la ferme de la Supière, dont on n'a rien retrouvé parce qu'elle a été intégralement détruite au moment où ils ont construit l'usine Nestlé, enfin du moins la chocolaterie, dans les années 50. La seule chose qu'on a retrouvée, en fait, vous le verrez sur le plan tout à l'heure, c'est l'allée de platane qui est ici, qui a été préservée, et une partie, alors ça doit être cette partie-là qu'on appelle le bois classé, qui est classé. Donc voilà, ça c'est 30 ans plus tard. Ouais, pas tout à fait. Donc c'est le moment où l'usine Nestlé commence à être construite, où elle est construite, puisqu'on est en 57, elle est construite un tout petit peu avant. C'est une usine qui a été conçue par deux architectes, dont un est extrêmement connu à Marseille, c'est Fernand Pouillon. René Heger est moins connu, mais quand même. Donc ils ont voulu construire une usine qui soit à la campagne. Ça n'a pas duré très longtemps. Et qui fasse la part belle en fait à la nature qui était autour. Ça n'a pas duré longtemps non plus. Donc on retrouve... La ferme existe encore à ce moment-là. Hein. J'ai dit qu'elle avait été détruite, mais en fait elle existe encore, c'est après qu'elle est détruite. Et on retrouve ici ce qui reste de l'allée d'arbres. Et le site qu'on a fouillé se situe ici et ici. Eh ben, voilà. Eh ben. Donc en 2018, on a réalisé à cet endroit-là un diagnostic. Alors c'est une partie de la ville de Marseille qui est très très mal connue au niveau archéologique. Pour autant que je sache, je crois que le diagnostic qu'on a fait en 2018 était le premier qui était versé dans ce secteur-là. Je crois que c'est le seul d'ailleurs toujours. Ce qui est mieux connu, évidemment, c'est du côté de la Valentine, où là, on a pas mal de diagnostics qui ont été faits. Il y a une fouille qui a été aussi organisée au Vaudran en particulier, n'est-ce pas, Elsa? Mais pour cette partie de la vallée de l'Uvonne, en fait, quand on remonte vers Aubagne, il n'y a quasiment rien qui a été fait. Déjà parce que ce n'était pas dans les zones qui étaient considérées comme à prescrire. On était loin du centre-ville. La zone de présomption de prescription archéologique en fait, a été étendue en 2020 et a englobé, un petit peu avant en 2015 et puis ensuite en 2020, et a englobé en fait, cette vallée de l'Uvonne qui est presque totalement inconnue en fait, au niveau archéologique. Et on a eu de la chance parce que dès qu'on a fait le diagnostic, dans des conditions assez effroyables, parce qu'on avait un très grand terrain à notre disposition, le seul défaut c'est que le terrain en question, il servait essentiellement de décharge en fait, aux propriétaires des terrains. Donc on a fait notre diagnostic un peu n'importe comment, entre des gigantesques tas de maisons détruites, de terres polluées. Donc ça a été, on n'a pas fait ce qu'on voulait, on a fait ce qu'on pouvait. Malgré tout, on a quand même trouvé quelques structures qu'on a eu du mal à dater, qui étaient datées par la céramique en fait entre le bronze moyen et le bronze final, bronze ancien, bronze moyen, pardon. Sans plus de précision, c'était un peu compliqué, les faciès ne sont pas très très bien connus, donc c'était un peu difficile. Donc les tranchées qui sont marquées qui sont en rouge, c'est celles où on a trouvé des choses. Essentiellement des fosses. Donc au début de l'année dernière, en février de l'année dernière, on a fait une première fouille. Donc c'est la partie qui est en brun moyen, on va dire. Donc qui était divisée en deux. Vous retrouvez les arbres qu'on voyait sur la photo aérienne tout à l'heure. Il y a toute une bande qu'on ne pouvait pas toucher puisqu'il y avait des réseaux électriques extrêmement dangereux qui passaient dedans. Et donc comme on avait une petite fosse de ce côté-là des arbres, on a ouvert de ce côté-là, on nous a demandé de décaper de ce côté-là. On a trouvé juste la fosse qu'on avait déjà trouvée. Le reste, c'était vierge de vestiges. Et par contre, dans la partie au-dessus,
Là, ça s'est révélé beaucoup plus intéressant, puisque là, on a quand même trouvé beaucoup de structures, entre 120 et 150 structures fossoyées. Et puis surtout, ça vous le verrez tout à l'heure, la fameuse grande maison dont tout le monde parle, qui a poussé le service régional de l'archéologie à prescrire une fouille complémentaire qui a été acceptée par l'aménageur, donc M. Watley, qui est le directeur de Vastin. Ah, il est resté collé en bas d'ailleurs, Vastin. Et qui a accepté, sachant que ça lui coûtait quand même des sous, mais l'État a financé une partie de cette fouille complémentaire, et on a pu poursuivre la fouille de la grande maison, vous le verrez tout à l'heure. Alors voilà, ça, en gris, c'est les tranchées de diagnostic. Alors, c'est pas super lisible, mais toutes les petites taches un peu plus claires que vous voyez, ce sont les structures qu'on a fouillées, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, vous voyez qu'on a bien la fosse qu'on avait trouvée en 2018, la seule. Et de l'autre côté, par contre, on a un semis de plein de petites structures. Donc, je vais faire différemment. Voilà, c'est un peu plus visible sur celui-là. On a un semis de plein de petites structures, donc, qui sont relativement éparpillées. Il n'y avait pas l'air d'avoir une grande... Quand on a commencé à fouiller par le bas, il n'y avait pas une grande cohérence en fait de ce qu'on avait trouvé. Il y avait des choses intéressantes, un grand foyer à pierre chauffée, enfin bon, c'était sympathique. Et puis quand on est arrivé dans la partie qui est à l'ouest, en fait, on a commencé à trouver des alignements de trous de poteaux, et là, on a compris qu'on avait trouvé quand même quelque chose qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Donc c'est la fameuse grande maison. Je vais tout de suite évacuer le problème des datations, parce que c'est un problème. Alors on est toujours en cours d'étude actuellement, hein, donc ça évolue quand même un petit peu fréquemment. Donc on avait la céramique qui nous donnait en fait des datations qui étaient plutôt calées autour du bronze ancien. Donc il n'y en avait pas beaucoup qui avaient été analysées, et pour l'instant la céramique de la fouille n'a pas encore été étudiée. Ça va être fait là dans les mois qui viennent. Donc on a fait pas mal de carbone 14 sur charbon de bois. Donc on a contrairement à ce qu'on pensait, on a des datations qui sont extrêmement étendues, puisqu'on a une grande structure qui est du néolithique ancien, qui est datée à 5003, 5000 avant Jésus-Christ, pardon. On a deux petites structures qui sont elles plutôt néo-finales. Et puis on a la grande maison, on pensait qu'elle était vraiment bronze moyen, et en fait les datations sur les charbons de bois ont donné plutôt le néo-final. Mais tout compte fait, on est plutôt la transition néolithique finale, bronze ancien. L'idée, c'est que les charbons de bois qu'on a datés, ils étaient dans la terre qui a servi à combler des trous de poteaux. Donc en fait, ils étaient déjà dans la terre avant d'arriver dans les trous. Donc ils sont plus vieux en fait que les structures qu'ils datent. Et effectivement, on a quand même de la céramique qui est bronze ancien, au moins dans un trou de poteau. Et pour l'instant, ce qu'on a vu passer qui sort des autres trous de poteau fait aussi plutôt penser à un faciès bronze ancien. Et puis on a tout un ensemble de structures ici, et puis en bas, et puis peut-être d'autres, là c'est difficile de les rattacher à quelque chose, qui elles sont bronze final. Donc on pensait avoir quelque chose qui était relativement réduit dans le temps, parce que c'était réduit dans l'espace, et finalement en fait c'est très très étendu dans le temps. C'est un endroit où les humains passent depuis fort longtemps, ce qui n'est pas complètement étonnant, puisqu'on est dans la vallée de l'Uvonne. Alors, ça je vais aller relativement vite là-dessus. Donc le décapage, ça se fait habituellement avec des grosses pelles mécaniques. Là on en avait 3, plus des camions. Ça nous a pris 3 semaines. Les conditions météo n'étaient pas forcément les meilleures. Il a beaucoup plu. On a été, je crois que c'est la suivante, on a quand même été bien inondés 3 fois. Comme quoi ça ne nous avait pas servi de leçon, en fait, la première fois. Bon, c'est un peu le défaut, hein, quand vous faites un trou dans la terre, quand il y a de l'eau au-dessus, ça se remplit. Donc ça a été assez compliqué, mais finalement, en 3 semaines, on a réussi à finir notre décapage et on a commencé à fouiller. Donc ça, on avait commencé à fouiller, là, c'est juste après le décapage, on avait déjà fouillé 2 ou 3 structures, pas énormément.
On les voit, c'est celles qui sont à l'entrée du terrain. Et puis voilà, la fouille, c'est une fouille classique, hein, très peu mécanisée, là pour le coup, parce que ce n'est pas des structures où on avait le temps déjà. Ce n'est pas des structures qui sont gigantesques. Donc on avait le temps de les travailler au triangle, et pas à la truelle, au piochon, à la pioche. Et il y a une structure qu'on a fouillée, la pelle mécanique, parce qu'on l'a trouvée en fait l'avant-dernier jour. Elle était gigantesque et celle-là, on l'a terrassée à la pelle, en partie. Donc voilà, fouille classique, hein, et puis il pleuvait, donc il fallait de temps en temps qu'on se mette un peu à l'abri. C'était assez rigolo finalement, et très glissant. Et puis nos instruments de prédilection, la soufflette à feuilles pour enlever la terre, et puis voilà, fouille au triangle. Alors ça c'est la fouille de la grande maison, donc je dévoile un peu ce qu'on verra tout à l'heure. Alors là par contre ça a été quand même assez fastidieux, parce que si au départ on avait bien compris qu'on avait... en fait on avait vu ces trois-là, on les avait repérés. On n'avait pas compris ce que c'était. On avait repéré ceux qui sont de l'autre côté aussi, on n'avait pas non plus compris ce que c'était. Quand on a redécapé toute la partie en se disant là on a un truc bizarre quand même, on en a quand même trouvé 25 d'un côté et 24 de l'autre, moins sur la phase initiale, et puis on a trouvé surtout 3 gigantesques fosses, trous de poteaux centraux. On en voit un ici. Hein. Il y en avait un ici, c'est celui qu'on n'avait pas vu, celui-là. Et puis il y en a un derrière. Et ça, par contre, ça a été... si un trou de poteau comme ça fouille en une bonne journée, les grands trous de poteaux centraux, eux, c'est 4 jours minimum de travail. Donc et puis c'est profond, c'est grand, la terre est lourde, et on n'est plus tout à fait si jeune que ça, donc on met quand même un peu plus de temps. Alors, pour les néolithiques anciens, donc la datation carbone 14, là, donne une date entre 5003 et 5000 avant Jésus-Christ. La datation a été faite sur les charbons de bois qui étaient au fond de la structure, donc qui sont ceux qui ont servi à faire chauffer les cailloux. Donc on est à peu près sûr qu'ils sont contemporains, pour le coup, de la structure dans laquelle on les a trouvés. Oui, c'était pour la resituer, mais c'est pas grave. Donc c'est une grande fosse qui fait 2 mètres de diamètre, circulaire, qui est remplie de cailloux, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc vous avez la coupe sur le côté, donc elle fait 40 à 50 cm de profondeur. Elle est essentiellement remplie de cailloux, puisque elle contient aussi une couche de... Alors on a une première couche de cendres relativement éparse à la base, mêlée de terre, quelques cailloux, une couche de charbon de bois assez épaisse, mais dans lesquelles on n'a pas trouvé de bûche complète, ce qui arrive souvent dans ce genre de structure, et au-dessus, donc un lit, un amas de cailloux, des grès et des calcaires essentiellement, et puis recouvert par-dessus par un petit peu de charbon de bois, et puis une couche de ce qu'on appelle, nous, les couches d'abandon. Donc là, c'était de la terre, la terre qui était venue combler le trou avec la pluie. Donc, ça a été, donc on l'a fouillé intégralement, et on a réussi à déterminer en fait que cette structure contenait la couche de cailloux, et quand on est descendu, on s'est rendu compte quand même qu'il y avait des choses qui apparaissaient. Donc, le niveau intermédiaire, où on avait l'impression quand même que des choses se dessinaient au niveau des charbons de bois. Pour l'instant, on n'a pas vraiment compris ce que c'était. Il y a beaucoup moins de cailloux, c'est beaucoup plus propre. Et puis finalement, une espèce dans la partie la plus profonde, la plus ancienne, une tache qui est beaucoup plus réduite, qui peut signaler que en fait, c'était nettoyé assez régulièrement, et encore des cailloux pris dans les charbons et dans les sédiments, mais qui sont peut-être arrivés par au-dessus, qui sont descendus en fait au fur et à mesure, mais qui peuvent être aussi les résidus d'une première ou d'une utilisation ultérieure. Alors voilà, à quoi ça ressemble. Ça, c'est les résultats d'une photogrammétrie. Donc la fosse vide, la fosse avec ce qui reste en fait du comblement charbonneux et des quelques galets, et donc comme on l'a vu tout à l'heure sur la photo en vue cavalière, cette grande fosse remplie de plein de cailloux épars qui ont chauffé. Hein. Il y a quand même des traces de chauffe sur les cailloux, ça c'est clair.
On en a prélevé certains parce qu'on les voit ici. Ce genre de cailloux ici, qui sont beaucoup plus gris. Ça, c'est des traces de chauffe. Il y en a qui ont des traces de rubéfaction aussi quand c'est des calcaires. Et ce dont on s'est rendu compte aussi quand on l'a fouillé, c'est qu'il y avait des zones où il manquait des cailloux. Alors on le verra mieux sur le plan après. Par exemple ici, 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 ici. Les autres, je ne sais plus où ils sont. Donc on a des zones où il manque des cailloux et on émet. Et il revient en arrière. Voilà. Donc là, le collègue qui a fait l'étude du foyer à pierre chauffée, en fait, a marqué tous les endroits où il lui semblait qu'il manquait des cailloux. Et il nous semble quand même très fortement que c'est on pourrait dire des petits pilotis en fait, qui étaient plantés dans les cailloux. Alors sûrement en matière périssable, en bois aussi. Et qui auraient permis en fait, de poser un treillis par-dessus pour éventuellement faire boucaner de la viande, par exemple. Je vais arrêter de dire par exemple. Mais on n'en a strictement aucune preuve. C'est vraiment... sinon, que dans des exemples actuels de foyers à pierre chauffée, donc là j'en ai mis 3, il y a ce qu'on a longtemps appelé, ce qu'on a longtemps utilisé comme terme pour ce genre de structure en archéologie, un vrai four polynésien, donc qui est en train de chauffer à Tahiti. Un foyer à pierre chauffée du Chili et qui est plein de coquillages. En fait, je m'en suis rendu compte après avoir fait le PowerPoint qu'il était plein de coquillages. Donc, qui sert à faire cuire des coquillages, et surtout celui-ci qui est un foyer à pierre chauffée, alors qui est d'un type un peu différent, mais qui est quand même un foyer à pierre chauffée, la photo a été prise au Québec, c'est l'ethnie Innu du Québec, et où on voit que si on met des choses à sécher ou à boucaner au-dessus du foyer, ça peut être pas mal du tout. Alors c'est essentiellement séché. Alors le principe d'utilisation d'un four comme ça, une fois que vous avez creusé votre fosse, vous mettez du bois dedans, vous mettez le feu et vous couvrez avec des cailloux. Les cailloux chauffent, ils accumulent la chaleur, et en fait vous faites cuire vos aliments ou sécher les aliments au-dessus en utilisant la chaleur résiduelle des pierres. Quand on parle de four polynésien, c'est parce qu'en Polynésie, comme au Chili d'ailleurs manifestement, on recouvre en fait la nourriture avec des feuilles. Alors ici, je ne sais pas trop ce que c'est comme feuilles, c'est assez grand. En Polynésie, c'est généralement des feuilles de bananier ou autres. On met de la terre par-dessus et on laisse cuire pendant une durée indéterminée. Alors quand c'est des grands foyers comme ceux-là, généralement c'est pour faire des fêtes, ça se fait beaucoup en Nouvelle-Calédonie aussi, en Polynésie. Mais on a des exemples qui montrent que ces foyers peuvent être utilisés simplement pour faire cuire en fait, à l'air libre sans avoir besoin de recouvrir avec des feuilles et avec de la terre. C'était peut-être le cas de celui qu'on a observé, si on part du principe que les trous qu'on a au milieu des cailloux ont servi à soutenir une structure un peu dans le genre de celle-là, éventuellement, tout simplement, pour mettre de la viande à sécher, ou des poissons. L'Uvonne est à côté, la mer est pas loin. Alors, tant qu'on partait du principe pendant la fouille qu'on était essentiellement dans un contexte du bronze ancien, bronze moyen, on ne s'était pas trop posé la question de la datation du foyer, même si le collègue qui connaît ça un petit peu mieux que moi disait à l'âge du bronze, les foyers, ils n'ont pas cette forme-là, ils ne sont pas circulaires. Il dit ça c'est néo. Je lui dis mais arrête, on n'a pas un site néo, on est à l'âge du bronze ici. Il avait raison. Le foyer en question, il est bien néolithique. Et en fait, on avait pas mal d'indices, de traces de passage de silex, enfin de traces de passage. On avait quelques lames de silex en fait qui faisaient quand même bien néolithique. On avait de la céramique, mais des petits bouts qui faisaient plutôt néolithique aussi. Et donc, la fréquentation du site au néolithique est avérée, ne serait-ce que par le grand foyer à pierre chauffée, et par ces quelques indices qu'on a en fait, et par dans les sédiments. Et ce genre de structure, autour de Marseille,
il n'y en a pas beaucoup. Alors là, j'ai juste fait une carte, alors j'en ai pas fait d'autres, ça sera la seule que vous verrez, pour mentionner les principaux... Alors, il y en a d'autres de sites, mais au moins 2 des sites autour de la vallée verte du néolithique ancien qui sont connus. Donc c'est Nédélec, la fouille du boulevard Nédélec et de la rue Bernard Dubois, à laquelle j'ai eu la chance de participer avec Ingrid Sénépar. Et surtout 2 sites en fait, qui sont presque côte à côte à Aubagne, qui sont le camp de Sarlier et les Passons. Mais ils n'ont pas de foyer à pierre chauffée comme celui qu'on a eu. Il y en a, mais c'est des foyers du bronze, de l'âge du bronze. Par contre, il y a 2 autres endroits en fait, autour de Marseille où il y en a. C'est à la Bouilladis, d'une part. Je crois que c'est une... Alors, à la Bouilladis, il semble que c'est un ensemble de 5 ou 6 petits foyers à pierre chauffée. Et à Traitz, à la Burlière, où on a à peu près pareil, un ensemble de foyers à pierre chauffée, et dont un ressemble quand même beaucoup à celui qu'on a trouvé à la Vallée Verte. Donc, si on essaye de faire un petit point sur la fréquentation, sur pourquoi est-ce qu'on a du néolithique ancien à la Vallée Verte, peut-être que la seule réponse qu'on peut avoir, c'est qu'il y avait pas mal de gens qui habitaient à ce qui n'était pas Aubagne, qu'on avait pas mal de gens qui venaient sur la colline Saint-Charles d'une manière plutôt saisonnière, et qui venaient manger des coquillages, entre autres. Et donc il faut bien circuler, et la vallée de Levonne, c'est évidemment un axe de communication essentiel. Si on veut aller d'Aubagne jusqu'à Marseille, on est forcé de passer par cet endroit-là. C'est un endroit qui est très agréable. Donc c'est pas complètement étonnant qu'à un moment donné, il soit installé à cet endroit-là. Et c'est tout ce qu'on a pour on a une structure, mais quelle structure? Pour le néolithique ancien. Donc on va passer à ce que j'ai prudemment appelé la transition néolithique finale bronze ancien, donc qui est la fameuse grande maison. Donc celle-là, heureusement on ne l'a pas trouvée en tout dernier. Donc là j'ai remis le premier plan, et donc vous voyez la forme que là. Elle fait quand même pas loin de 30 mètres de long. Elle fait 10 mètres de large. C'est une maison sur poteaux porteurs avec des poteaux latéraux et puis des gros poteaux porteurs fêtiers au milieu. C'est les taches qu'on distingue au milieu. Alors c'est à peu près tout ce qu'on a de cette transition, même si on a un petit peu de néolithique final à côté. Et voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a fouillé. Alors c'est une photographie composite. Alors déjà c'est une orthophotographie. Enfin c'est 2 orthophotographies, donc on prend plein de photos dans tous les sens et puis on assemble ça avec un logiciel. Et là comme on n'a pas fouillé au même moment, la fouille initiale c'était entre février et mai l'année dernière, et la fouille complémentaire c'était octobre-novembre. Donc on n'a pas eu tout à fait les mêmes conditions climatiques. Il a beaucoup plu la deuxième fois aussi. Et on n'avait pas du tout la même lumière. C'est pour ça que dans les zones qu'on a fouillées, la terre paraît plus rouge. C'est juste que je n'ai pas réussi à lui donner le côté plus jaune qu'on a un petit peu partout ailleurs. D'ailleurs, je n'ai pas parlé des sédiments. En fait, c'est tout simplement des argiles, toutes bêtes, dites argiles marneuses ou marnes stampiennes, qui sont quand même un grand classique du bassin de Marseille, qu'on trouve absolument partout, qui sont plutôt jaunes à cet endroit-là, avec une petite différence pour ce site-là, puisqu'on a une zone qui serait située plus ici, où les argiles en question sont complètement blanches. Ça a une importance. Donc voilà, donc le nord est dans mon dos. Donc on lit très bien les 2 lignes de poteaux latéraux, qui se termine ici en arc de cercle, qui forme une abside. À l'autre extrémité, on a plutôt une façade droite,
avec un trou de poteau qui se balade tout seul, on ne sait pas trop pourquoi. Et au milieu, un ensemble d'autres trous de poteaux, alors qui sont plus petits au niveau de l'arrondi, de l'abside, mais par contre qui sont particulièrement gigantesques quand on est dans la partie centrale de la maison. Ici, et un dernier ici, et ici. Celui-là, il ne se voit pas très très bien. Ces trous de poteaux, ils font entre 60 cm et 1 mètre de diamètre. En général, ils font 60 cm de profondeur. Ils sont, on le verra sur une coupe que j'ai mis tout à l'heure, ils sont dissymétriques, donc ils partent comme ça en plateau, et puis hop, à l'emplacement du poteau, c'est beaucoup plus profond. Ils sont assez étranges parce que les poteaux, en fait, on a l'impression qu'ils sont plantés en biais dedans, et c'est symétrique de chaque côté. Les comblements sont relativement simples, et pourtant ils sortent de l'ordinaire. On avait très très peu de cailloux en calage de poteaux. Je vous expliquerai pourquoi. Et les trous de poteaux centraux, par contre, les trous de poteaux fêtiers, sont beaucoup plus grands, et on a déterminé en fait qu'ils accueillaient, au moins pour ces trois-là, et celui-là, ils accueillaient en fait 2 poteaux. Puisqu'on avait, au fond, la trace en fait de 2 extrémités de poteaux côte à côte. Donc ça fait quand même une très grande structure. Et là, pour le coup, tous les collègues qui sont passés sur le terrain, qui s'y connaissent un peu dans ces périodes, bon, on pensait qu'on était toujours au bronze ancien. Bon, c'est du bronze ancien en fait, hein, mais qu'on était bronze ancien, bronze moyen. Tous ceux qui sont passés et qui connaissent bien cette période-là disaient mais on n'a pas ça, ça n'existe pas ça ici. On en a hein, des maisons, des plans de maisons à Cansarié par exemple, ou au Passon, ou je crois à Roquevert aussi il y en a. Mais et puis un petit peu partout ailleurs en Provence, hein, ou même quand on monte vers Montélimar, il y en a quand même aussi pas mal de plans comme ça. Mais aussi grand que ça, non. Non, ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Alors voilà, des exemples de trous de poteaux. Alors, la manière dont ça apparaissait, avec en fait des taches blanches, sur la droite, en fait, en haut et en bas, c'est les mêmes trous de poteaux hein, qui ont été fouillés. Ceux-là étaient jumeaux, on pourrait dire, ou siamois. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure ici du fait qu'on avait un petit plateau, donc ce qu'on appelle un avant-trou, et puis le trou où on met le poteau réellement dedans, et en fait on s'est rendu compte que c'était en surplomb de ce côté-là. Donc ça fait un creux. Et on voit bien en fait sur celui qui est là, donc qui est à moitié fouillé, on a donc la forme qui part un peu en surplomb sur le côté gauche, c'est mieux, sur ma gauche. Et à l'intérieur, on a un comblement qui est fait avec de la terre, donc rouge, qui est la même en fait finalement que celle qu'on a autour. Et au milieu, on a ce qui apparaît en blanc, en surface, en fait, qui forme la trace en fait du poteau. Alors, normalement, les poteaux, quand on les laisse en place, qui pourrissent, ça fait une trace noire, sombre. Donc là, c'est plutôt étonnant d'avoir une trace qui est blanche. On a finalement compris pourquoi, c'est que dans certains cas, on a des exemples où les poteaux ne sont pas calés avec des cailloux, mais ils sont calés avec de l'argile. Donc on fait des grosses mottes d'argile, des pains d'argile, et on s'en sert en fait pour caler le poteau. De toute façon, le poteau, une fois qu'on a rempli le trou de terre, après il tient. Le calage, il est là, en fait, pour faire tenir le poteau droit tant qu'on n'a pas rempli le trou avec de la terre. En gros. Hein. Donc, ils sont allés chercher de la terre dans la partie dont je parlais tout à l'heure, donc de l'argile blanche qu'on retrouve très bien à cet endroit-là. Elle est à 10 mètres hein, de la maison. Ils sont allés la chercher là, alors que les cailloux, ils sont dans l'Uvonne. Il n'y en a pas sur le site. Il faut les chercher en bas. Il faut faire déjà... bon, c'est vrai que c'est des hommes de l'âge du bronze. Ils ont l'habitude de marcher. Mais il faut quand même descendre. Je crois que l'Uvonne, elle est à 17 mètres plus bas que le site. Et il faut quand même marcher un petit peu pour y aller. Puis il faut revenir avec les cailloux. Alors,
Ils l'ont fait pour le foyer à pierre chauffée, mais ce n'est pas les mêmes bonhommes qui sont passés par là. Ceux-là, ils faisaient économie de moyens. Donc c'est calé avec de l'argile, et on s'est demandé pourquoi le fait qu'on n'ait pas cette trace noire des poteaux qui avaient pourri sur place implique presque certainement qu'en fait, une fois que les gens sont partis, les occupants de la maison sont partis, le temps qu'ils sont restés sur place, on n'en a aucune idée, mais une fois qu'ils sont partis, ils ont emmené la maison avec eux. C'est quelque chose qui se fait assez couramment en Asie, quand on déménage un village pour les cultures sur brûlis, on démonte les maisons, et l'immeuble devient meuble en fait. Et on se déplace avec les plus grosses poutres. Le reste c'est du bambou, on le laisse sur place, ça pourrit. Mais toute la poutraison, en fait, tous les piliers, les poutres, on les embarque avec soi. Et on reconstruit le village un peu plus loin. Là, on peut imaginer que c'est ce qui s'est passé. Ils sont partis avec les poteaux. Et si on retrouve le sédiment blanc dans les trous, c'est simplement en fait, que quand ils ont enlevé les poteaux, le sédiment, en fait, il s'est blanc, qui servait de calage au départ, il s'est effondré à l'intérieur et ça nous donne ces magnifiques auréoles blanches. Il y a très peu de mélange en fait, entre ce matériau et la terre qui comble le trou de poteau, une fois que le poteau a été mis en place. Donc voilà, encore quelques... Bon, je vais pas m'éterniser sur les trous de poteau parce que faut pas exagérer non plus. C'est assez rébarbatif à fouiller, cela dit. Faut être honnête. Mais ça fait des jolies choses après. Donc alors ça, c'était le trou de poteau, il était complètement à l'extrémité de la maison. Donc qui est celui de la façade, en fait, le trou de poteau fêtier de la façade. Vous voyez le sédiment blanc. Alors lui, il a eu droit à des cailloux. Alors, il devait y avoir 2 cailloux qui traînaient, ils s'en sont servis pour caler le poteau, ou les poteaux, puisqu'a priori il y en avait 2 aussi à cet endroit-là. Et puis on a retrouvé le sédiment blanc qui était tombé au fond de la structure, et puis au-dessus c'était un mélange de terre d'argile au rouge et de cette terre blanche, donc c'est probablement quand ils ont bougé les poteaux pour les sortir, on peut imaginer ça, ça s'est un peu mélangé. Donc on ne dirait pas comme ça, mais celui-là il fait 1 mètre de diamètre, et en profondeur, je vous laisse faire la conversion, il fait au moins 80 cm de profondeur manifestement. Et c'était le plus petit des trous de poteaux fêtiers. Donc voilà, 2 vues de la grande maison à la fin de la fouille complémentaire. Donc ça c'était mi-novembre, fin novembre. Alors, on a eu beau protéger le site quand on est parti à la fin mai, en sachant qu'on risquait de revenir fouiller ce qui nous manquait de la maison. Ça aurait été dommage en fait de ne pas fouiller l'intégralité. On a eu beau protéger, en fait, il a fallu qu'on refasse un renettoyage complet de tous les trous de poteaux, parce qu'ils s'étaient, malgré les géotextiles qu'on avait mis, avec la pluie, les pluies d'automne en fait, qui ont été quand même extrêmement violentes l'année dernière, la plupart des trous qu'on avait fouillés, qu'on avait protégés, c'était re-rempli de terre, donc il a fallu qu'on les fouille une 2e fois. On était contents. Je crois que les collègues ils m'ont maudit en fait quand j'ai dit non mais on va les nettoyer quand même. Donc voilà, donc une vue du nord, donc là celle-ci, donc ça c'est vue du nord avec, on voit bien quand même là les poteaux qui partent en arc de cercle et qui viennent se fermer sur l'autre côté là-bas. Et puis de ce côté-là, là c'est la façade, donc le trou de poteau que je viens de vous montrer, c'est celui-là. Et puis on a la façade en fait qui se développait ici, et puis ensuite toute la maison qui était au-dessus. Je vais finir par me casser la figure. Les micros sans fil, c'est bien. Alors voilà. C'est un peu comme les jeux qu'on faisait quand on était petit, en fait. Relier des points, vous verrez apparaître quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai relié les points, donc c'était relativement facile, en fait, d'avoir
on avait les limites des murs, c'était tellement évident que ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Alors j'ai mis des pointillés à certains endroits, comme vous le voyez à l'intérieur, parce qu'on a des alignements de trous plus petits qui laissent penser à un cloisonnement interne. Dans les grandes maisons de ce type-là, parce que même si ce n'était pas connu à Marseille, ni en Provence, ni en Languedoc, d'après certains, c'est quand même très très bien connu dans le nord de la France en particulier et dans tout le reste de l'Europe. En fait, il n'y a que le sud où on a échappé à ce genre de choses-là. Bah, manifestement non. On a quand même pas mal d'exemples où on a réussi à mettre en évidence des cloisonnements internes. En plus, les grandes maisons de ce type-là, on peut même s'appuyer sur des exemples qui sont beaucoup plus récents. Parce que les longues maisons vikings qu'on trouve en Norvège, en Islande, en Suède, on connaît la manière dont c'était structuré à l'intérieur. Puisqu'en fait, ça a été décrit. Il y en avait encore jusqu'au, probablement, j'allais dire le XIVe siècle, mais à mon avis, ça a duré beaucoup plus longtemps que ça. Donc c'est quand même quelque chose qui est bien connu, on connaît bien la structure. Elles ne sont pas tout à fait faites de la même manière, parce qu'elles n'ont pas, en général, elles n'ont pas la ligne de poteaux centraux, c'est plutôt 2 lignes de poteaux fêtiers. Mais il y a plein de versions différentes. La base des cloisons est faite en pierre la plupart du temps, en Islande en particulier. On comprend pourquoi, au Groenland aussi d'ailleurs. Mais ça peut ressembler à ce genre de choses-là. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas trouvée, mais alors vraiment pas, c'est les foyers. Il n'y a pas d'endroit où on fait du feu. Alors, je dis ça, mais en fait, ça, c'était peut-être un foyer. On n'en est pas sûr. Ça m'a posé un problème quand même, le fait qu'on n'ait pas de structure pour faire du feu à l'intérieur. On n'est pas un foyer, on n'est pas une trace, une fosse avec des charbons de bois et une bonne vieille trace de rubéfaction dedans, l'argile qui a cuit sous l'effet de la chaleur pendant longtemps. Et puis, en lisant un peu de la littérature scientifique, j'ai compris en fait que dans ce genre de maison, alors soit la cuisine, effectivement, elle est complètement à l'extérieur, comme ça se fait beaucoup en Afrique, en Asie, pour éviter tout simplement de foutre le feu à la maison. Hein. C'est une simple mesure de sécurité. Ou alors, les foyers, ils sont en fait faits sur des tertres. Ils ne sont pas au ras du sol, on monte un petit tertre de terre et on fait le foyer dessus. Alors c'est le cas dans les grandes maisons vikings, mais bon, là on est 3000 ans avant quand même. Hein. On va se méfier des analogies. Mais par contre, il y a un site qui est à peu près de cette période-là, qui est du Bronze Ancien. Donc c'est ce qui est sur votre droite, parce que si je ne me trompe pas, qui a été fouillé au début des années 2000 en Italie, en Campanie, à côté de Naples, à Croce del Papa. C'est un site qui s'appelle Nola et qui a eu la malchance en fait d'être la Pompéi de l'âge du bronze. Bon, la malchance pour eux parce qu'il y en a un paquet qui sont restés dans le village, mais comme à Pompéi, en fait, l'explosion du Vésuve, c'était son entraînement en fait pour plus tard. L'explosion du Vésuve et les nuées ardentes en fait ont recouvert de cendres, de lapilli et autres ponces un village de l'âge du bronze qui a été retrouvé donc dans les années 2000 et qui a été fouillé et où en fait, comme à Pompéi, presque tout avait été conservé en place. Donc pour le coup, dans ces maisons-là, donc elles ne sont pas aussi grandes hein, que celles de la Vallée Verte. Celles-là, elles font une quinzaine de mètres de long, si je me souviens bien, voire un petit peu moins. Tout est en place. Il y a les vases de la cuisine en place, on sait où les gens dormaient. Alors je ne sais pas si il me semble, je peux me tromper, mais il me semble que justement ce dont je parlais, le petit truc qu'on voit qui est quelque part au-dessus en haut, je crois que c'est le foyer, enfin un des foyers de la maison. Alors ce qui était encore plus extraordinaire, c'est que toute la poutraison était conservée. Enfin du moins tout ce qui n'avait pas été balayé par la nuée ardente était en place. Et c'est pas pour faire joli qu'ils ont fouillé de cette manière-là, c'est que le chaume
ou les joncs, parce que je pense que c'est pas vraiment du chaume, c'est probablement du jonc, qui servait à faire la toiture, avait été conservé. Enfin, du moins, l'empreinte avait été conservée dans la cendre. Le bois est conservé, les gens à l'intérieur, du moins ceux qui n'ont pas eu le temps de partir, leur squelette était face contre terre. Les animaux domestiques, ils étaient aussi dans la maison. Donc, pour qui s'intéresse aux habitations de l'âge du bronze, ça, c'est une découverte, mais magistrale. Ça a apporté, mais alors, des connaissances, permis d'affirmer des hypothèses que les collègues avaient émises, et au contraire, d'en confirmer d'autres, ou alors carrément de se rendre compte que c'était pas du tout comme on pensait, et que l'organisation des maisons n'était pas du tout celle qu'on imaginait. Alors à côté, c'est quelque chose qui est un peu plus proche de la grande maison de la Vallée Verte. Donc ça, c'est une fouille à côté de Dijon, donc en Bourgogne, au cas où vous ne sauriez pas où c'est, où ils ont des plans de maisons qui ressemblent un peu à ceux qu'on a à la Vallée Verte. Alors elles sont moins longues, elles sont moins grandes, mais elles sont assez semblables à celles qu'on a fouillées à la Vallée Verte. Alors je vous ai dit, j'ai choisi cet exemple-là parce que le dessin en bas était très joli et que j'avais pas moi-même eu le temps d'en faire un. Mais on voit ces toitures qui descendent relativement bas. Parfois même elles descendent complètement jusqu'au sol. On a l'empreinte des poutres en fait qui sont calées dans le sol. C'est des maisons qui sont relativement hautes, relativement élevées, avec une forme qui est assez pointue. Parfois elles ont une abside, parfois elles en ont pas. Donc là, en plus, ça tombait bien, celles-là, elles avaient une abside, comme celle de la Vallée Verte. Donc ça, c'est très intéressant. Et des maisons comme ça, donc je vous ai dit, si on n'en a pas ici, en Provence ou en Languedoc, en tout cas dans le sud de la France, c'est pas très bien connu. Donc on se rend compte qu'en Italie, ils faisaient des choses qui étaient assez similaires. Et dans le nord de l'Italie, en fait, dans la région du côté de Bologne, mais j'ai oublié comment ça s'appelle. Il y a pas mal de sites en fait où on trouve ce type de maison. En Europe, alors j'allais dire l'Europe du Nord, mais bon, le nord de l'Europe commençant pour moi à Luvonne, forcément, on était déjà dans le nord, nous. Donc on va dire au nord de la Loire, en fait, c'est beaucoup plus courant. En fait, on en connaît qui ont été fouillés assez récemment en Bretagne, en Alsace. Je ne parle même pas de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark, et où ils en ont vraiment beaucoup. Donc ça nous permet de nous appuyer sur quelque chose, mais ça pose une autre question sur laquelle je reviendrai. Et puis surtout, les Allemands sont un peu fous. Ils adorent l'archéologie expérimentale. Donc ils sont amusés à reconstruire une maison. Alors en fait ils en ont construit deux, mais la première elle a brûlé. Comme quoi il ne faut pas faire de feu à l'intérieur des maisons en bois. Et ils sont amusés à reconstruire intégralement une maison en fait sur un plan connu d'une maison. Alors je crois que elles sont en Allemagne celles-là, qui avaient été fouillées en fait et qui correspond à des maisons de l'âge du Bronze Ancien. Donc après, il y a toute une part d'interprétation évidemment quand ils expliquent sur le site de AZH, je ne prononcerai pas le nom allemand. Ils expliquent en fait les choix qu'ils ont faits et qui découlent d'une démarche scientifique et qui, comme c'est de l'archéologie expérimentale aussi, de la même manière, ils ont essayé des trucs qui n'ont pas du tout marché. On leur en a proposé d'autres qui, par contre, eux, ont fonctionné. Donc ils ont proposé cette restitution de grandes maisons. Alors c'est pas la seule, ça se fait assez fréquemment maintenant en Europe de proposer des restitutions, mais ça donne une bonne idée en fait de ce qu'on pouvait avoir comme maison à la Vallée Verte, même si je pense que le toit descendait plus bas, mais bon, ça c'est purement esthétique. Oui, avant de passer à la suite, je vous ai dit que ça posait un problème, cette grande maison. C'est évident. C'est absolument pas connu dans cette partie dans le sud de la France.
Par contre, c'est hyper connu dans le nord de la France et partout ailleurs, en gros en Europe. Alors, comment ça se fait qu'on ait cette maison à cet endroit-là? Est-ce qu'on a une population qui vient du nord de la France, de la moitié nord de la France, et qui est venue manger des coquillages et prendre le soleil à Marseille? Ça paraît un peu tiré par les cheveux. Alors, je disais qu'on n'en a pas des aussi grandes que ça partout. Enfin, c'est la seule qui est aussi grande que ça. Des maisons sur poteau porteur, il y en a au Camp de Sarlier, il y en a au Passon, il y en a quand on remonte la vallée de l'Uvonne. On en a quand même des plans de maison. Il me semble, même si je pense que Louis n'a pas complètement relié des points, parce qu'il n'en avait pas suffisamment, il me semble que dans ce qu'il a trouvé à Louis Armand, il y a des indices clairs. On n'en a pas trouvé à Nédélec, mais c'était un peu plus vieux en fait par rapport à ça. Mais on a des indices aussi d'habitation. Alors peut-être que simplement, on ne les a pas encore trouvés. Parce que l'archéologie, à Marseille en particulier, c'est beaucoup consacré au centre de la ville. L'archéologie, c'est de l'archéologie classique, sur les Grecs, les Romains, la cité. Je l'ai dit, on va faire des diagnostics archéologiques dans des zones maintenant qui n'étaient pas prescrites avant. Et plus ça va, plus on trouve des choses qu'on ne trouvait pas avant. Ça a été le cas à Aubagne et au Camp de Sarlier. Je crois qu'on ne s'imaginait pas faire... combien il y a eu d'opérations? 14? Non, quand même pas autant. Ah, si. Non, il y en a eu 6, je crois. 6 opérations. La dernière, c'était juste avant la deuxième phase de la vallée verte. Et c'est pas fini, il y a encore de quoi faire. Les Passons, c'était l'an dernier aussi. Non, il y a 2 ans. Non, l'an dernier. Non, il y a 2 ans. C'est quand on a fait le diag avec Julie à Camp de Sarlier. Donc peut-être que effectivement le truc c'est qu'on n'a pas ouvert suffisamment de terrain, et puis il faut encore qu'il y ait des terrains disponibles dans lesquels on puisse aller faire des tranchées, faire un diagnostic archéologique. Pour ça il faut qu'il y ait un aménagement qui soit mis en place. C'est compliqué comme histoire. Donc peut-être que tout simplement on n'en avait pas encore trouvé de grandes maisons comme ça. Bon. Le fait est qu'on n'en a pas trouvé ailleurs en Provence et qu'on n'en a pas trouvé non plus en Languedoc. Là, ça commence à faire beaucoup. Donc, on va dire qu'il restera un mystère et une énigme à la Vallée Verte. Ah oui, puis, vous pourriez me dire, oui, mais vous pourriez faire de l'ADN. Oui, mais on n'a pas de squelette. Oui, parce que la particularité, c'est qu'on n'a pas de reste de nourriture. Enfin, on a 3 coquillages qui se battent en duel. Encore une fois, et surtout on n'a aucune sépulture. On a quand même le diagnostic, on l'a fait, il était large quand même. On n'a pas de sépulture non plus, donc faire de l'ADN sans personne, ça ne marche pas en fait. Donc pour l'instant, on ne saura pas d'où venaient les gens qui ont construit cette grande maison, à quoi elle servait. Est-ce que c'était une grande maison communautaire? Est-ce que c'était une boîte de nuit sur la route de la plage? Est-ce que c'était autre? Alors déjà, c'est pas un bâtiment qui a servi d'étable. On sait à peu près à quoi il ressemble, donc on est à peu près sûr qu'ils y mettaient pas des bestioles. Enfin, ils y mettaient pas. C'était pas une bergerie, par exemple. Donc, il y a plein de possibilités. Tout reste ouvert pour l'instant. Tant qu'on n'en aura pas trouvé d'autres, ça restera une question posée. Et l'archéologie, c'est une science, donc ça progresse que quand on répond à une question, en fait. On peut en poser plein des questions. Quand on y répond, c'est vachement intéressant. Donc, alors, l'âge du bronze final. Heureusement que Julie n'est pas là, parce qu'elle me tuerait. Si elle... Alors, donc je remets toujours le même plan, c'est celui que je suis passé très vite tout à l'heure. Donc, pour l'âge du bronze final, en fait, donc on quitte notre grande maison là-bas, on oublie notre grand foyer à pierre chauffée qui est ici, on oublie ce petit truc ici qui est plutôt contemporain de la maison, d'ailleurs comme les trucs qu'on a ici qui sont plutôt contemporains de la maison. Et le bronze final, en fait, il se concentre, si j'ose dire, dans cette partie-là.
Alors, et puis peut-être les fosses qui sont au-dessus. Bon, le problème, c'est qu'on n'a pas de céramique partout, et l'autre problème, c'est qu'on n'a pas de charbon de bois partout. Donc, on n'a pas pu dater absolument toutes les fosses. Quand on aura étudié la céramique qui sort de certaines, on aura un petit peu progressé dans les datations. Donc là, pour l'instant, c'est pas fixé. C'est un peu au petit bonheur la chance que je dis. Le bronze final, il se concentre plutôt dans le bas. Si ça se trouve, on a des fosses qui sont totalement néo-finales aussi dans la partie basse, mais ça paraît pas très logique. Alors, c'est bien. Là, pour le coup, c'est un petit peu différent. On n'a pas de grandes fosses, de grands foyers à pierre chauffée. On n'a pas de grands trous de poteaux. C'est plutôt des trous de piquets. L'essentiel de ce qu'on a retrouvé, c'est des grandes fosses circulaires qui font entre 50 et 1 mètre de diamètre, qui ne sont pas très profondes. Bon, sauf celle qui est en haut à droite. Et puis c'est des trous de piquets aussi, comme on voit là. C'est pas vraiment, c'est plus petit que les trous de poteaux, les trous de piquets. Alors, une autre caractéristique, c'est que ça contient, c'est essentiellement comblé par de l'argile rubéfiée, donc de l'argile qui a chauffé. La fosse qui est au milieu, en bas, il est probable qu'il y ait eu du feu dedans, puisque l'argile, en fait, et puis suffisamment longtemps pour faire vraiment bien rougir l'argile. C'est un peu la caractéristique des fosses de cette période-là pour la vallée verte. On a un petit peu de mobilier dedans, mais pas tellement. Les gens, ils sont propres à l'époque, hein, ils partent avec leurs déchets, c'est pas sympa pour nous. Et puis, je ne sais plus ce que j'ai mis après. Oui. Et puis en fait, à un moment donné, on refaisait un petit décapage à la petite pelle mécanique pour être sûr de rien avoir loupé, parce que ça nous arrive quand même. La preuve, on a loupé un énorme trou de poteau dans la grande maison quand même, qu'on a trouvé que l'avant-dernier jour. En refaisant le décapage, en fait, on est tombé sur ce que vous voyez ici, hein, c'est apparu à peu près comme c'est là, donc ici. Donc une fosse de plus, je vais vraiment tomber, une fosse de plus avec, là pour le coup, de la céramique, qui était plutôt bien conservée. Vous le voyez en bas, il y a vraiment des gros fragments de céramique, donc ça c'est des choses qui sont très bien parce que ça permet d'avoir ce qu'on appelle des formes archéologiques, et donc qui permettent en fait de les comparer à d'autres et de proposer une datation. Alors pour celle-là, ça n'a pas encore été fait puisque Julie n'a pas encore commencé à bosser dessus. Et puis quand Julie a commencé à le fouiller, je me suis rendu compte que ça avait quand même une forme un peu étrange. Alors ça a une forme en poire, ça se voit très bien ici, hein. Là, c'est le relevé. Et puis, alors, la photo n'est pas dans le même sens que le plan. Mais on distingue ici, même si la photo n'est pas géniale, on distingue en fait la forme en poire comme ça. Et puis, là, pour le coup, c'était rempli de charbon de bois et de cendre. Donc, vous le voyez hein, sur la coupe au-dessus, une bonne épaisseur, sur laquelle les céramiques étaient posées. 3 cailloux, et puis au fond, c'était pas le fond, du coup, une épaisseur de terre cuite par l'action du feu, de terre rubéfiée, qui apparaît en fer à cheval sur le plan, mais c'est parce que c'est le plan de surface, mais on voit en fait que c'est une rubéfaction qui fait une grande partie en fait du fond de la fosse. Moi, c'est quelque chose qui m'évoquait en fait un atelier métallurgique. Généralement, ils ont cette forme-là. Ils ont une forme en poire. Ils ne sont pas très profonds. Comme on demande à ce que la terre chauffe, il faut monter quand même pour la fusion du cuivre, il faut monter à peu près 1100 degrés, un petit peu moins. Donc ça demande quand même à faire chauffer beaucoup. Donc l'argile rougit très très bien. J'en avais déjà vu un en fouille, mais qui lui était plutôt de la période grecque hellénistique. Donc forcément, ce n'était pas tout à fait la même. J'en avais vu fonctionner au Laos, exactement les mêmes, la même forme, hein, pareil. Et
on a eu on a la chance, c'est pas qu'on a eu la chance, c'est qu'on a toujours la chance d'avoir un collègue, en fait, un jeune collègue avec nous, Hugo, j'ai oublié. J'ai oublié son nom de famille. Bon, c'est pas grave. Qui lui, pendant ses études, s'est spécialisé dans la métallurgie du bronze, à l'âge du bronze. Tant qu'à faire, c'est mieux. Et donc je lui ai demandé en fait d'étudier cette structure, de passer du temps un peu dessus, de faire de la biblio et de voir ce qu'on pouvait en sortir. Alors le problème principal de notre structure, c'est qu'on n'avait strictement aucun bout de métal dedans. On n'en a pas trouvé, mais alors on a tamisé, on a tout prélevé d'une manière intégrale, on l'a tamisé. J'allais dire on l'a passé avec un aimant, mais non, parce que le bronze ça se colle pas aux aimants. Donc il a bien regardé tout ça, on n'a strictement rien, on n'a pas de déchets de bronze dedans, on n'a pas de battiture, on n'a pas de pertes, de choses comme ça. Mais ça n'empêche que moi ça me paraissait toujours être un petit atelier métallurgique. Et puis quand il a continué à chercher en fait en biblio, il s'est rendu compte que la plupart des ateliers de métallurgistes qu'on a trouvés de cette période-là, on ne trouve jamais en fait de métal autour. Enfin jamais. Faut jamais dire jamais, on en trouve un petit peu, quelques gouttes qui ont giclé par-ci par-là. Hugo explique ça parce que le bronze est un matériau qui est tellement précieux à l'époque. Alors déjà, on ne le fait pas sur place, hein, on ne mélange pas le cuivre et l'étain pour le faire fondre là, il arrive sous forme de lingots qu'on râpe, c'est facile à dire, comme ça, il y avait des râpes à bronze, qu'on met dans un creuset et qu'on fait fondre pour faire une pièce à partir du matériau en fait, qu'on a reçu déjà prêt. Et tout ce qu'il a lu, c'est que c'était tellement précieux qu'en fait, il ramassait le moindre petit bout qui tombait à côté. Enfin, on n'y était pas, hein. Mais on imagine qu'il ramassait le moindre petit bout de bronze qui tombait à côté de la forge et que c'était réutilisé pour faire un autre objet. De la même manière, on réemployait des objets en bronze qui étaient cassés, si on peut dire les choses comme ça. Plutôt que de les abandonner, en fait, ils les refondaient. C'est ce qu'on fait assez couramment avec l'or, hein, d'ailleurs, en Afrique en particulier. Et d'ailleurs, de la même manière, il ne laisse pas tomber une goutte d'or dans les ateliers de métallurgie, les petits ateliers artisanaux du Ghana. Il ne laisse pas une goutte d'or qui est tombée à côté, il ne la laisse pas traîner, il la ramasse, hein. Alors, du coup, on a eu un autre indice, en fait. À côté de cette structure, en forme de poire, il y avait un trou de piquet. Un trou de piquet avec un caillou dedans. Bon. Il a été assez rapidement fouillé. En fait, ce qui était rigolo, c'est qu'au fond du trou de piquet, on le distingue un peu là-haut, en fait, il y avait un bout de céramique. De la très très moche céramique. Mais vraiment très très vilaine, un truc fait par un enfant, quoi. Épaisse, grossière, ça fait un espèce de petit gobelet en fait quand on restitue la forme. Ça fait un petit gobelet et en fait c'est tout simplement, manifestement, c'est un creuset. Alors je suis allé chercher un peu des images d'expérimentation. Donc là c'est en Italie et en Suisse. C'est un peu mélangé, hein. Donc, vous voyez que alors là les creusets qu'ils utilisent, ils sont vachement jolis, hein. Ils ont une petite préhension, c'est sympa. Bon, là, ils sont un peu plus moches. Là, celui qui est là, il est vraiment tout simple. Lui, carrément, il n'a pas de creuset. Ben, je ne sais pas comment il va faire fondre son truc, mais... Et les autres, non, on ne les voit pas. Si, là, ben, on le voit bien ici. Ben, de toute façon, c'est les mêmes que ceux-là. Donc, vous remarquez que la forme générale de leur foyer est à peu près la même que celle qu'on a eue, hein, c'est une forme en poire. Évidemment, on n'a pas trouvé de traces de soufflet, même si il est clair que pour faire monter suffisamment de température pour atteindre les 1100 degrés et faire fondre le cuivre et l'étain, si on n'a pas des soufflets, ça ne marche pas si bien que ça avec du bois. Donc il y a des restitutions de gros soufflets. Et on n'a pas non plus trouvé de moule. Puisque en fait c'était pas forgé, c'est du métal qui est moulé. On n'a pas non plus trouvé de moule.
Par contre, on a trouvé, alors je vais peut-être essayer de revenir sur la photo d'avant. Oui, ça marche. Vous voyez que j'ai marqué en haut polissoir. En fait, on a un des 3 cailloux qui sont parfaits pour poser d'ailleurs le creuset dessus le temps que ça chauffe. Ce caillou, il a une face, il est posé sur une face plane et qui manifestement a servi en fait à polir quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit polissoir, mais je mets un point d'interrogation. De la même manière, Hugo, il s'est rendu compte dans les recherches qu'il a fait sur cette métallurgie du bronze qu'on polissait certaines pièces en fait avec simplement des bouts de grès. La plupart du temps, c'est du grès, de plus en plus fin pour obtenir une surface qui est bien lisse. Puisque une fois que ça sort du moule à la cire perdue, c'est quand même pas aussi joli que les pièces que vous allez voir. Je crois qu'on n'en a pas ici de pièces en bronze de l'âge du bronze, mais si vous allez sur le site du musée de Saint-Germain-en-Laye ou sur le site de l'INRAP en ce moment, comme c'est l'année du bronze, vous verrez plein d'exemples de très très belles pièces de l'âge du bronze en bronze, ce qui est quand même pas mal. Donc le fait d'avoir fabriqué la pièce en métal, parce que c'est ce qu'on fabrique aussi, c'est pas, on pense tout de suite à de l'armement. C'est évident que ce qui est manifestement ce qu'on a le plus retrouvé généralement en offrande dans des tombes, c'est de l'armement, c'est des pointes de flèches, c'est des épées, c'est des poignards, c'est des choses comme ça, ou des haches, des herminettes. Mais on fabrique aussi énormément de bijoux en bronze. En fait, il y a tout l'ornement est fait avec du bronze. Alors l'or est utilisé depuis bien plus longtemps avant. À chaque fois que je dis ça, je me dis, alors nous, on parle de trucs qui sont quand même relativement simples. Pendant ce temps-là, en Égypte, si on est le bronze moyen, il démarre vers 1400. 1400, c'est Toutankhamon. Ça fait quand même relativiser sur la technologie utilisée à l'âge du bronze final en Europe, en fait, au même moment. 1300, c'est la mythique guerre de Troie. Enfin bon, c'est toujours, tout est relatif. Donc on obtient des objets qui sont quand même, ils sont moulés simplement, même si c'est la cire perdue, il faut quand même les finir, ces quelques objets. En faire quelque chose qui est un peu plus joli. Voilà. Bon, alors pour le reste des structures, pour l'instant, j'ai pas encore de réponse. Hein. On n'a pas encore. On a fini la fouille en novembre. J'ai pas celui-là. J'avais un autre rapport, 2 autres rapports à finir avant. Donc on a défriché le terrain pour l'instant. On n'a pas encore toutes les réponses aux questions qu'on se pose et aux questions que vous n'allez pas manquer de me poser. Et ben, pour conclure. Voilà, merci de votre attention. Merci Nicolas Wedert pour cet exposé passionnant. Alors, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que tout est clair pour vous? Oui. Pascal? Ah oui. Allez-y, allez-y. Pascal, oui. Oui, ça marche. Ah, d'accord. Bon, si, je ne suis pas habituée. Les bois, ils étaient récupérés, transportés. Enfin, donc. Ça fait quand même un gros volume, des grands poids. Alors. C'est une très bonne question. Ah oui, moi aussi j'ai un micro. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai qu'en plus, quand on voit la taille des trous de poteaux, les bouts de bois qu'il y avait dedans, c'est des trucs qui sont
au moins comme ça, hein, c'est des trucs qui font à minima 30 cm de diamètre. Pour les grands trous de poteaux, c'est probablement des bouts de bois qui font 50 à 60 cm de diamètre, hein, d'après la trace qu'on a au fond. Alors oui, il est possible que les poteaux les poteaux latéraux soient pas très hauts, donc qu'ils soient pas très lourds, enfin façon de parler. Les trous de poteaux fêtiers, si on part du principe de ce qu'on a vu sur la maison restituée de Dijon, c'est des maisons qui sont assez hautes, donc ça fait quand même un sacré tronc, quoi. Donc il faut le trimballer, effectivement. Alors comment il le trimballe? Eh ben, tout ça pour dire que j'en ai aucune idée. La population, enfin, le nombre de personnes disponibles, quoi, pour le transport. Enfin, l'habitation, elle correspond à peu près à combien de personnes, voilà. C'est impossible à dire. Généralement, je l'ai évoqué. Ce qu'on imagine de ce type de maison, c'est que ce sont des grandes maisons communautaires, un peu comme on pourrait voir en Papouasie, par exemple, où en fait il y a une grande maison, ou comme on peut voir dans les grands carbets d'Amazonie, les grandes maisons communautaires d'Amazonie. Il y a une maison dans laquelle il y a plusieurs familles qui vivent, mais à partir de là, on ne peut pas quantifier, en fait. On ne sait pas combien de personnes vivent là-dedans. Alors peut-être que si on sait combien de personnes vivaient à Nola, combien on en a retrouvé qui étaient morts dans les maisons, on peut peut-être imaginer le nombre de personnes qui vivaient sur une surface donnée, et à partir de là, extrapoler à une population vivant dans une maison qui fait 30 mètres de long sur 10 de large, qui fait 300 mètres carrés quand même. Hein. Oui, on peut y mettre du monde là-dedans. Ça, il n'y a pas de doute. Alors, la main-d'œuvre, oui, je pense que c'est. Oui, ben, ça pose pas de problème. Si ça se fait comme ça s'est toujours fait partout, quand il est question de déménager quelque chose, tout le monde s'y met et puis on part avec la maison, en fait. Maintenant, la question qui reste posée, pour la grande maison comme pour le reste d'ailleurs, c'est qui étaient ces gens? On n'a aucune idée de qui c'est, on n'a aucune idée de la quantité de personnes qui vivaient sur place. On ne peut pas le savoir, mais pas plus qu'on peut le savoir pour les fouilles de la butte Saint-Charles, de Nédélec et Bernard Dubois. On ne peut pas le savoir non plus pour le camp de Sarlier, où c'est vraiment les deux sites, les deux pôles les plus importants. On n'a aucune idée du nombre de personnes qui pouvaient vivre à cet endroit-là. Surtout qu'on n'a pas les tombes qui vont avec, en fait, qui pourraient donner une idée d'une quantité de population. Je crois qu'il y avait une question, non, de votre part. Sur la carte, le plan où vous aviez mis toutes les datations, j'ai remarqué que les poteaux ne sont pas tous datés des mêmes périodes. Il y a il n'y a pas énormément d'écart, mais enfin, ça fait quand même quelques centaines d'années à chaque fois. Oui, est-ce que c'est dû au remplissage? Est-ce que éventuellement cette maison a été reconstruite ou améliorée Je pense pas. Alors, on peut avoir deux choses, ce qu'on appelle l'effet vieux bois, donc qui fait qu'on date en fait un bois qui est plus ancien que la structure elle-même, et que le bois qui a brûlé, en fait, il a brûlé à des époques différentes, et ce qu'on a retrouvé, c'est le charbon de bois qui correspond à des incendies différents. Je dis incendie parce que, comme je l'ai dit, ce qu'on a daté, c'est pas les poteaux. Ce qu'on a daté, c'est la terre qui remplit les trous de poteaux, qui a servi en fait à remplir autour du poteau. Donc c'est la terre qu'ils ont prélevée dans le trou et autour des trous de poteau. Et alors peut-être que je me suis mal exprimé tout à l'heure en fait, mais au décapage, je l'ai dit, on s'est rendu compte qu'on avait quand même pas mal de choses qui étaient plus anciennes, qui traînaient dans les sédiments. En plus, on a la confirmation avec le grand foyer à pierre chauffée, les passages à cet endroit, la fréquentation, elle commence pas au moment de la grande maison. Donc il est fort probable que ce qu'on a daté dans les trous de poteaux, en fait, c'est soit des incendies de forêt, enfin un incendie de forêt plus ancien à ce moment-là, soit effectivement des traces anthropiques, mais qui sont retrouvées en fait piégées des centaines d'années plus tard dans les trous de poteaux et qui étaient en fait éparpillés. On avait des charbons de bois dans le sédiment, on l'a bien vu, enfin dans le sédiment encaissant. En plus, on sait qu'on a probablement une partie du site qui est partie au fur et à mesure avec l'érosion. On n'a pas les niveaux de sol dans la maison.
les niveaux d'ouverture qu'on a ne sont pas les niveaux de creusement des trous de poteaux. C'est clair que la météo a joué son rôle plusieurs fois d'affilée, et on s'est bien rendu compte quand on était sur le terrain que dès qu'il pleuvait, en fait, cette argile, parce qu'elle est quand même extrêmement friable, elle part très très vite dès qu'elle est décapée, et ça c'est une caractéristique des humains quand ils passent, le sol ne résiste pas, on provoque l'érosion en fait en passant. Il y a une grande partie du site qui est probablement partie en fait plus bas, qui a coulé, qui a dû arriver dans l'Uvonne, et donc maintenant il doit être quelque part du côté du Frioul en fait, en train de flotter. Mais oui, il est clair qu'il nous manque une partie du site. Le site a été décapé naturellement avant notre passage, et plusieurs fois d'affilée. Donc ce qu'on a daté, c'est pas les poteaux, c'est la terre qui est dans les trous de poteaux. Oui, moi ce qui me surprend complètement... oui, pardon. Je vois pas où vous êtes, pardon. Ah oui. Ce qui me surprend complètement, c'est qu'il n'y ait aucune trace de vivant. Parce que même s'ils n'ont pas fait des sépultures, ce n'était pas leur culture, je ne sais pas quoi, quand ils ont porté les poteaux, il y a dû y avoir des morts, il y a des mômes qui sont morts, ils avaient des animaux, forcément qu'ils avaient des animaux. Oui. Donc comment ça se fait qu'il n'y ait pas, même éparses, des os, des je ne sais pas quoi, moi, ça paraît bizarre, c'est comme s'il n'y avait pas eu de vivant là-dedans. En fait, finalement, c'est un corollaire à ce que je viens de dire. Si on part du principe qu'il y a une partie du site qui s'est retrouvée complètement érodée et qui est partie à la baille, tout ce qui était la surface du sol à un moment donné, en fait, il est parti avec le courant. Après, d'expérience, sur les sites déjà préhistoriques et sur les proto-historiques aussi, généralement les sites ils sont vachement propres. Quand je disais, je plaisantais tout à l'heure en disant que ces gens étaient beaucoup plus propres que nous, oui, c'est beaucoup plus propre. Alors bon, on va oublier les délais, qu'il y a des coquillages partout. Là, ils ont été vraiment pourris. Mais on n'a que des coquillages. On n'a rien d'autre. Merci, j'avais une autre question. J'ai loupé la prescription. Elle a été faite pourquoi? Pour un lotissement? Parce que... Je ne l'ai pas dit. Voilà, parce que ma question, c'était la prescription vous a permis de descendre jusqu'en bas, jusqu'à la fin, non seulement des trous de poteaux, mais des périodes antérieures. Ça, c'était ma première question. S'il y a un substrat ou pas, etc. Et ma deuxième, par rapport à ce qui nous interroge tous, votre hypothèse de déplacement de cette maison et de ces grands poteaux, vous avez des données sur le paléo-environnement, enfin le néo-environnement, pour voir si ça valait vraiment le coup, parce que ça a l'air d'un investissement tel de te les transporter, que est-ce que vraiment c'est parce qu'il y avait un couvert végétal très pauvre ou des choses comme ça? Quelle est votre idée? Alors, je vais d'abord répondre à la première question, à la première partie de la question sur la prescription. Ce qui va être construit à cet endroit-là, en fait, par Bastint, que je tiens d'ailleurs à remercier au passage, parce qu'ils ont été géniaux. Je crois que j'ai rarement fait une fouille aussi agréable que celle-là. Les rapports avec les ménageurs étaient particulièrement agréables, quoi, donc je tiens à le dire. Ils construisent en fait un ensemble de petits immeubles de bureaux. En fait, ils agrandissent tout ce qui est dans les immeubles actuels, les immeubles Pouillon, où ils accueillent, il y a déjà beaucoup de gens qui sont accueillis. De mémoire, il doit y avoir la Poste, il y a France Télévisions, il y a l'établissement français du sang, il y a la brasserie de la Plaine, enfin du moins une partie de leur production. Voilà, eux, ils avaient envie de construire quelque chose qui était, d'agrandir un petit peu et surtout de fabriquer des bureaux qui soient un peu plus modernes que ceux qu'ils ont dans les immeubles Pouillon. C'est très beau, mais c'est quand même assez particulier. Et surtout qu'ils soient plus de notre temps, qu'ils soient plus responsables, comme on dit, écologiquement parlant. J'espère que c'est ce qu'ils vont réussir à faire. Alors ça sera vraiment... j'ai vu le projet, c'est plutôt sympathique ce qu'ils veulent faire. Et alors la deuxième partie de la question... Alors oui, c'est pour ça que
comme il va y avoir forcément en fait, des fondations et des sous-sols, c'est ce qui nous a permis de descendre relativement profondément. Parce qu'en fait, je vais revenir sur la photo précédente, parce qu'il me semble qu'on voit, on voit les... Alors, je vais essayer de tourner dans le bon sens. En fait, le niveau du sol, quand j'ai fait le diagnostic, c'est celui-là. C'est celui-là, ici. Bon, il y avait des gros tas de déblais partout. Sauf que le précédent propriétaire, quand il voulait construire, lui, des choses qui n'étaient pas très très jolies, on lui avait demandé d'enlever des tas de déblais, il ne les a pas du tout enlevés, en fait, il les a étalés. Donc en fait, on s'est retrouvé avec le vrai niveau du sol, il est là. Et ça, c'est l'épaisseur de remblai qu'il y avait par-dessus. Donc on n'est pas descendu tant que ça, en fait, par rapport à la surface naturelle du sol. On est descendu de 1 mètre, 1 mètre 50, pas plus. C'est pas gigantesque, hein. Ça fait pas un recouvrement. C'est plutôt minime comme recouvrement. Et quant au substrat, vous le voyez, hein, il est là. C'est les marnes oligocènes du bassin de Marseille, les marnes stampiennes. Ici, elles sont rouges, elles peuvent être rubanées, elles sont un peu plus blanches. Là, on ne les voit pas parce que c'est recouvert de terre. Elles peuvent être un peu plus blanches, elles ont plein de couleurs différentes. Mais en tout cas, oui, c'est le substrat, c'est lui. Là, on est... c'est 20 millions d'années avant le présent, je crois. Ah non, pas toi. Non, pas toi, Lucien François. Puisqu'on est dans l'écologie, il y a une chose que je voudrais savoir, c'est cette cabane, enfin cette grande structure fossoyée, qu'on peut appeler habitation, elle est située à combien de distance par rapport au lit ancien de Luvonne? Tu sais où il est, toi, le lit ancien de Luvonne? Voilà, la question c'est ça, c'est l'insertion du site dans la... Pardon, parce qu'on le voit sur la photo aérienne, on voit bien. le lit actuel, oui, il a mais pas le lit ancien... Voilà. Oui, on voit que c'est un peu méandriforme. Bon, on va dire que... alors, je ne vais pas revenir au tout début du diaporama. Il est probable que effectivement, c'est un peu bougé, c'est un peu serpenté, oui. Mais le lit majeur, en fait, le lit mineur, il s'est baladé sur 50-100 mètres de large, à mon avis, pas plus. D'autant plus qu'en fait, là, on le voit pas, mais donc le nord est là-bas, hein, vous voyez bien, on voit bien Tête Rouge, tout ça. En fait, ce qui est argileux à cet endroit-là devient caillouteux. C'est des poudingues stampiens, en fait. On passe à des poudingues stampiens qui forment vraiment une crête, en fait, au-dessus de Luvonne. C'est pour ça que là, on est resté. C'est une cuvette plutôt agréable qui est limite, qui est comme dans un amphithéâtre, en fait. Et Luvonne, je crois qu'elle est 17 mètres plus bas, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, on est à pied, c'est à 300 mètres quoi, du bord de l'eau. Il n'y a aucun niveau de crue, ni rien qui non, puisse non, permettre là on est un peu trop haut quand même. Ouais, donc c'était bien à l'abri, sec. Oui. Voilà, c'est important aussi pour ce type de site. C'est un endroit, c'était agréable à fouiller. On avait trop chaud. En mars, on avait trop chaud. Quand il pleuvait pas. Donc en avril et en mai, on avait vraiment beaucoup trop chaud. En novembre, quand on y retournait en novembre, on avait trop chaud. On était en t-shirt, on a tous pris des coups de soleil. Donc, Non, c'était juste pour peut-être apporter une précision de ce que l'on sait justement de ces lieux de l'âge du bronze, parce que jusqu'à récemment, en fait, on connaissait très peu d'habitats en plaine. Donc on avait imaginé qu'il y avait des péjorations climatiques qui faisaient que les gens du bronze s'étaient installés sur les hauteurs. Et plus ça va, et que ce soit donc dans nos régions ou dans la région de la vallée du Rhône ou dans l'est justement dijonnais, on trouve toutes ces grandes maisons qui ressemblent beaucoup à celles que tu as trouvées. On voit que les abords des fleuves ou des rivières sont finalement très fréquentés. Et c'est le cas là du camp de Sarlier en particulier, parce que c'est le même type de configuration. Alors effectivement, pour l'instant, on ne connaît pas de grandes maisons, mais on en connaît les plus petites. Oui, tout à fait.
Et celle qu'avait fouillée Yves Billot, par exemple, dans la vallée du Rhône, qui était en terre et qui pouvait être accompagnée par des bâtiments communautaires. Parce que ces grandes maisons, elles viennent de l'Ouest, descendent avec le début de l'âge du bronze ancien, donc depuis l'Allemagne. On en connaît maintenant pas mal dans le Dijonais, il y en a dans la vallée du Rhône, et puis voilà, finalement, c'est pas que ça coule de source, mais voilà. Et puis alors, il y a un autre truc sur lequel j'aimerais peut-être revenir, c'est sur la structure empirée du néolithique ancien. Ce type de fonctionnement, tu sais que j'en ai fouillé quand même pas mal. Il n'est pas dit que le feu se fasse en dessous. Enfin, en tout cas, celle du baratin, qui ressemble quand même. Enfin, c'est pas. Celle du baratin, il y en a qui sont plus petites, et puis après, il y en a une très très grande. Et alors, moi, je peux confirmer, pour en avoir fouillé plusieurs, que les trous de piquet, ils existent. Ah bon, mais c'est... On n'a pas complètement déliré en fait ce jour-là. Non, au baratin, on a ce type d'aménagement. Moi, j'avais en mémoire en fait qu'il ne fonctionnait pas nécessairement dans le sens on fait le feu dessous et on met les cailloux par-dessus et on les laisse chauffer. Moi, j'avais en mémoire des utilisations, alors qui sont des utilisations contemporaines, où justement le feu était fait par-dessus. Il est fait par-dessus, puis ensuite on balaye. On balaye. Et on peut remettre une couche de pierre en plus. Voilà. Il y a certainement d'ailleurs une deuxième structure par-dessus. Oui, mais là... Voilà, parce qu'il y a un petit truc. Voilà. Donc, non, c'est des chouettes découvertes. Oui. On aurait trouvé que ça aurait été déjà chouette. Bon, et dernier élément, peut-être autour de Nîmes, il y a longtemps, donc à Moulin-Villard, j'ai fouillé un four. Que tu pourras peut-être trouver des informations. Oui, oui, avec plaisir. Mais je pense que Hugo a fait avec Gilbert. J'ai mis le temps quand même. Hein. Hugo Gilbert, je pense qu'il a bien cherché, et puis surtout il a écrit, il a envoyé des mails à ses anciens profs. Enfin bon, bref. Il est jeune, mais valeureux. Hugo. Alors, est-ce que c'était la dernière question ? Alors, monsieur, vous voulez poser une question ? Christian de Saint-Martin. Je sais pas, non, mais je te vois pas en fait, Christian. Ah oui, ça y est. Mais aussi, bon. Si tu te caches, si en 20 ans en plus tu changes autant que ça, comment tu veux que je te reconnaisse ? Comment ? Ah oui. Et donc alors je vais deux questions, c'est pour le four, là, le grill, enfin je sais pas comment on peut l'appeler. Est-ce qu'il y a eu en prévision d'études des prélèvements pour savoir, je crois qu'il y a un archéologue là, de Bretagne qui fait des analyses chimiques. Non, on a tout jeté. Ah ouais. Évidemment. Non, on a prélevé une partie des galets. Mais sauf que ça coûte cher, donc sur les crédits de la fouille, on n'a pas les moyens, donc ça a été mis de côté. Ouais. Parce qu'apparemment, on arrive à savoir l'idée, Christian Souvenot, en fait, est un collègue, on se connaît depuis fort longtemps aussi. On a traîné nos guêtres du côté des Antilles sur les mêmes chantiers. Ce à quoi il pense, en fait, c'est ce qui a été fait, ce qui se fait donc, par des collègues, au moins en Bretagne, et moi que j'avais lu dans des papiers en Suisse en particulier, c'est qu'en fait, sur les cailloux qui ont, même s'ils sont aussi vieux que cela, il reste toujours des traces, en fait, en particulier de graisse. Ça s'incruste. J'ai l'impression de faire une pub pour un produit vaisselle. La graisse, en fait, de cuisson s'incruste vachement bien dans le caillou et on peut, par des analyses chimiques, en fait, physico-chimiques, on peut retrouver d'où elle vient. Je sais qu'en Suisse, en fait, ils avaient vachement travaillé là-dessus. Le papier que j'avais lu, et ils avaient mis en évidence que ce qui faisait cuire sur tel type de foyer, c'était telle bestiole, sur tel autre, c'était telle bestiole, sur d'autres, c'était telle bestiole, et d'autres servaient un peu à tout. Donc oui, on a les cailloux. Pareil, on a plusieurs seaux de charbon de bois pour faire de l'anthracose, sauf que pour l'instant, si, l'anthracose, ça va être plus facile, mais...
Mais pour les analyses de graisse, enfin de résidus sur les cailloux, non, là, j'ai plus de crédit en fait sur le chantier. Et puis on ne va pas demander à Vastan de encore allonger du pognon. Ils l'ont déjà fait, donc c'est bon quoi. Oui, ça peut se faire dans un cadre de projet ultérieur. Après, ça peut se faire dans un cadre de PCR, oui, ça, enfin de projet collectif de recherche, ça bien sûr. Et l'autre question, en fait, c'est que simplement le site, la maison, mais alors j'ai vu passer ça une fois il y a très longtemps. Je ne sais pas si c'est du bronze ou du bronze ancien. Il y a un site comme ça à Bergerac, hein, avec des très grandes maisons, qui a été fouillé par, d'ailleurs dans une fouille INRAP, par Pierrick Fouéré. Et ça ressemble beaucoup à ça, quoi. Enfin, mais on est à la limite entre les deux, en fait. Donc, c'est notre période, quoi, c'est ça? Oui. Ah, Néo-Final, oui, d'accord. Ouais. Alors, bon, là, pour le coup, ils en ont, je ne sais pas, il y a plus d'une dizaine de maisons. À Bergerac, hein, tu dis. Oui. C'est vrai que je ne suis pas allé regarder du côté de l'Aquitaine. Donc, Oui. D'ailleurs, ils ont failli le louper, ils l'ont loupé au Diag, quoi. Je crois qu'ils sont tombés sur 2 poteaux. Alors, au Diag, on ne l'a pas vu. Hein. Voilà, mais bon, le Diag a été tellement compliqué à faire qu'en en fait, on avait une tranchée qui passait. Pareil, je ne vais pas remettre la photo. Mais on avait une tranchée qui passait en biais ici. Oui. Donc, on a vu qu'on avait des fosses, mais on n'a pas du tout identifié ça comme des trous de. Enfin, si, on l'a identifié comme un trou de poteau, mais ça ne nous a pas plus étonné que ça. Ouais. Et puis l'autre tranchée, elle était quasiment parallèle à la maison, donc on passait à un endroit où il n'y avait rien, quoi. Donc le reste de la maison, on ne l'a pas vu. Ça a dû cogiter sec pour pouvoir prescrire une fouille, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'arguments quand même, quoi. C'était Cyril Montoya qui s'occupait de ça. D'accord. Voilà. C'est passé. Ah oui, ça y est, oui, on a fini en novembre, oui, bien sûr. Oui. Oui, alors, je sais à quoi vous pensez. Est-ce qu'on ne pourrait pas le conserver? Non, on ne peut pas. Parce que c'est de la terre. C'est tout con, hein. C'est de la terre. Et en fait, je vous ai dit tout à l'heure, en 3 mois, donc on a mis, il y a eu 4 mois, entre la fin de la fouille initiale et le début de la fouille complémentaire. Donc fin mai à mi-octobre. En fait, ce qu'on avait protégé avec du géotextile, de la terre par-dessus, ça s'était dégradé d'une manière absolument incroyable. Mais incroyable. Hein, en fait, j'ai là la forme des trous. En fait, la majorité des trous, on les a recreusés en fait. C'est-à-dire que pour la photo, ils n'ont pas tout à fait la forme qu'ils avaient 5 mois auparavant. C'est pas conservable ce genre de structure. On n'a pas encore trouvé le moyen de. Alors peut-être en le figeant dans de la résine, mais bon, c'est pas terrible la résine. Hein. Oui. Non, ça pose un autre problème là, quand on met sous verre, c'est des problèmes de condensation. Alors ça marche bien sur du bâti, je sais qu'à Madrid, à Barcelone et un peu partout ailleurs, quand on a du bâti, ça marche bien. Quand on a de la terre, ça marche pas. Non, mais bon, je pense que oui, bien sûr. Mais je pense qu'à terme, on en fera une restitution de ce truc-là. On va y arriver. Et déjà, vous avez les photos, je vous le restitue. C'est un peu notre rôle en archéologie préventive, hein, je vous rappelle. On n'est pas. Alors, il y a des sites exceptionnels qui sont conservés, évidemment. La majorité des sites, même quand ils sont aussi exceptionnels que ceux-là, quand on sait que ça ne va pas se conserver, ou alors ça va coûter terriblement cher, malheureusement. Même. De toute façon, avec Nédélec, on était déjà passé à 10 000 ans. Hein. Non, c'est Bernard Dubois. Bernard Dubois, et puis je vous rappelle qu'on a quand même un truc qu'on appelle la grotte Cosquer, qui elle, à Jacques, c'est 14 000, non, la Cosquer, ou 27 000?
Mais oui, mais c'est quand même les humains, c'est les humains sur le territoire de Marseille. Même si Marseille évidemment n'existe pas, que les gens se baladent plutôt 90 mètres plus bas parce que la plage elle est 90 mètres sous le niveau de la mer actuelle. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne trouve pas les sites paléolithiques, c'est qu'ils sont sous l'eau. Mais les bonhommes, ils sont là. Hein. Donc Marseille, oui, on peut estimer que c'est 27 000 ans. De toute façon, les plus anciennes occupations, témoins d'occupation qu'on ait à Marseille, ils sont du Mésolithique, donc c'est 10 000 ans avant le présent, quoi. C'est pas compliqué. Hein. Ils étaient en dessous de la gare Saint-Charles, entre la gare Saint-Charles et la porte d'Aix. Je commence à avoir la bouche pâteuse. Bon, bah écoutez, peut-être en tout cas, merci pour cet exposé. Hein. Merci à vous, Nicolas Wedert. Voilà, bah, je pense qu'on peut l'applaudir. Et bah, peut-être, Pascal, si tu peux montrer donc le dernier rendez-vous, enfin le prochain rendez-vous plutôt. Ah, si, je vais quand même dire un truc. Ah, vas-y. Comme je suis réputé être un grand spécialiste de l'âge du bronze, c'est un truc qui me colle à la peau depuis que j'ai commencé l'archéologie. Je sais pas, c'est une histoire d'huître en fait. Ceux qui sont vraiment très courageux, samedi à l'Alcazar à 10h30, je crois, le matin. 10h30, mais je suis fou moi d'accepter des trucs comme ça. Je vais tenter de présenter l'âge du bronze en Provence et dans le monde. Vaste sujet. Bon, bah écoutez, vous avez compris, hein, donc rendez-vous samedi à l'Alcazar et peut-être avant, donc si vous le souhaitez, jeudi soir à 18h, voilà, je vous en ai déjà un petit peu parlé, donc l'ouvrage de Marc Biron et Philippe Mélinan donc sera exposé par Philippe Mélinan. Marc Biron finalement ne pourra pas être présent, donc l'ouvrage s'appelle Fouilles à Marseille, approche de la ville antique, 6e siècle avant Jésus-Christ, 7e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est un peu une rétrospective finalement de l'ensemble des fouilles qui se sont opérées ces dernières années sur Marseille. Donc n'hésitez pas, voilà, ce sera jeudi à 18h. Et votre conférence, Nicolas 10h30, hein, donc pas 10h. Voilà, bonne fin de soirée à tous.